Bonjour à toutes et tous. David Bousseau, je suis responsable de la partie R&D en production de semences chez Serience, et aussi j'ai la R&D au niveau de tout ce qui est semences et solutions pour Serience. Je ne suis pas un spécialiste du marché, hein, mais par contre, je suis plus en lien avec tout ce qui est production de semences. Voilà, donc on pourra revenir peut-être sur certaines questions. Nous avons rédigé à deux mains cet acte avec Jean-Albert Fougereux, qui est le directeur technique de la FNAMS, qui s'excuse, il n'est pas présent aujourd'hui. Et donc, je vais vous faire la présentation un peu plus détaillée d'une des filières. Myriam a évoqué globalement la partie légumineuse au niveau de l'ensemble de la filière. Et là, moi, je vais rentrer un peu plus dans le détail d'une filière spécifique. Donc, on a choisi l'espèce majeure que l'on connaît bien, hein, la luzerne. Et donc, on va partir de la sélection jusqu'à la finalisation, c'est-à-dire le sac de semences vendu à l'agriculteur. Aujourd'hui, on a deux enjeux principaux hein, dans la production de semences de luzerne. C'est d'une, de produire des semences en quantité et en qualité. On y reviendra sur la partie quantité, puisque on a quelques soucis de productivité depuis quelques années. Bien sûr, pour nous, le plus important, ça va être la productivité hectare pour les établissements producteurs de semences, la rentabilité économique pour les agriculteurs multiplicateurs, et puis obtenir des semences de qualité pour que l'utilisation par les éleveurs soit optimum. Et puis, deuxième enjeu, on y reviendra vis-à-vis notamment de la sélection, hein, c'est de répondre aux demandes des éleveurs sur des variétés adaptées aux enjeux agronomiques. Bon, vous savez l'importance des légumineuses aujourd'hui dans les rotations. Aux enjeux climatiques, on en a parlé avec quelques questions sur les aspects de climat très changeants d'une année sur l'autre et évoluant vers des sécheresses plus fortes et des à-coups climatiques, notamment température. Et puis nutritionnel, puisque bien sûr, dans les critères de sélection, au-delà de ce que j'évoque juste avant, eh bien, la nutrition pour l'éleveur est très important pour ces animaux. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, la partie sélection, on a une dynamique d'inscription qui est très forte en France. On a des obtenteurs français et étrangers qui sont installés et qui sélectionnent et inscrivent en France. Ça, je pense que c'est un point majeur par rapport à quelques questions qu'il y a pu avoir. Des stations de recherche sont en France et sélectionnent sur le territoire français avec les conditions climatiques, agro-pédoclimatiques de la France. Une dynamique d'inscription qui est assez importante, hein, puisqu'on est entre 3 et 6 variétés inscrites tous les ans depuis 10 ans en luzerne. Une moyenne de 4,3 variétés inscrites par an. Aujourd'hui, la multiplication de semences, c'est 109 variétés sur tout le territoire français, avec environ une quinzaine de variétés qui représentent 50% de la multiplication. Donc on a souvent, un peu comme dans toutes les espèces, un lot de variétés un peu plus performantes et qui sont plus multipliées que les autres, mais on voit la diversité quand même des variétés multipliées en France. Et ce qui est important, c'est que cette multiplication de semences se fait à 70% en termes de surface sur les variétés déjà inscrites en France. Donc on a des variétés françaises qui sont multipliées en France et vendues en France. Donc par rapport aux questions que vous pouviez avoir avant, ça peut faire le lien. Voilà. Donc ça, c'est important. La sélection, bien sûr, ça doit être des variétés sélectionnées pour répondre aux besoins des agriculteurs français. Bon, je vous donne quelques éléments, mais qui sont tout à fait normaux pour la luzerne. La productivité fourragère, bien sûr, donc en quantité et puis en qualité, on y reviendra, donc c'est bon, j'autorise pas. La résistance à l'averse, ça c'est un point important, notamment pour pouvoir faire des récoltes de qualité sans souci de matériel ou
de perte pour l'éleveur. La valeur alimentaire sur le taux de protéines et puis la digestibilité, deux critères très importants. Et puis bien sûr aussi la résistance aux bioagresseurs, maladies ravageurs. Bon, on connaît des maladies comme les verticilloses, l'anthracnose ou des résistances à certains ravageurs comme les pucerons en luzerne. Voilà. Bon, j'empiète pas sur ce que va évoquer Bernadette juste après. Et puis du coup, sur les sélectionneurs, on en parlait tout à l'heure, il faut 15 ans pour faire une variété de luzerne. On est déjà dans les variétés donc, de 2040. On sait quel climat on va avoir entre 2040 et 2050. Donc forcément, il faut déjà adapter dans les programmes de sélection le rythme de développement de toutes les espèces. Mais la luzerne en fait partie. On sait qu'on aura des printemps de plus en plus secs, donc avec des besoins de production de fourrage beaucoup plus précoces, et puis des étés très secs, très chauds. Il faudra que les luzernes, même si elles ont des enracinements profonds, puissent résister à ces conditions et redonner des productions de fourrage, notamment importants à l'automne, puisqu'on n'aura peut-être plus de possibilité de récolter de fourrage pendant l'été, fin de printemps et début d'été. Donc la résistance à la sécheresse, notamment, fait partie des points importants en lien avec le rythme de développement et des aspects de tolérance. Et puis de nouveaux ravageurs ou de nouvelles maladies peuvent arriver, puisqu'on voit que dans la production de semences, j'y reviendrai, on a des ravageurs qui étaient plutôt cantonnés il y a 10, 15, 20 ans au sud de France ou même en Méditerranée et qui maintenant sont au nord de la Loire. Je suis désolé, cette diapo aurait dû être en avant-dernière. J'ai fait une petite erreur quand j'ai transmis, mais bon, c'est pas grave, je l'évoque maintenant, puisque c'est pas très logique pourquoi ça vient là. C'est la partie technosemence. C'est un point important à l'issue de tout le cycle de production et de triage et de certification des semences. On a de plus en plus maintenant de variétés qui sont proposées enrobées à l'agriculteur qui sème ses prairies en luzerne. On estime qu'il y a plus de 50% du marché maintenant qui est vendu enrobé, pré-inoculé. Et donc il y a un travail justement pour proposer aux éleveurs des semences de qualité, mais avec des compléments autour de la graine, de micronutrition, de pré-inoculation, puisque ça c'est un point important dans les sols où il n'y a jamais eu de luzerne, et sur des pH à tendance un peu plus acide que les zones de multiplication qui sont plutôt en zone calcaire. Voilà. Et donc la pré-inoculation est importante pour que le rhizobium puisse s'implanter très rapidement et puisse faire les nodosités pour capter l'azote de l'air et le restituer à la luzerne. Et puis, depuis quelques années, on peut rajouter d'autres micro-organismes. Vous avez déjà entendu parler, je pense, des mycorhizes, mais il y a d'autres organismes aussi qui sont proposés par les établissements obtenteurs et semenciers pour justement favoriser la productivité hectare des luzernes fourragères. Je vais passer à un deuxième point qui est plus sur la partie production. Vous avez noté tout à l'heure sur la carte l'ensemble des légumineuses au niveau des zones de production. Pour la luzerne, en 2022, il y a eu à peu près 20 000 hectares présentés au contrôle. Donc ce ne sont pas les surfaces qui ont été récoltées réellement, mais qui ont été contrôlées au champ. On voit les grandes zones de production, c'est le centre-ouest et le sud-ouest pour une grande part, ça représente à peu près 75% de la production de semences, mais on a d'autres zones comme le sud-ouest ou le centre-est aussi qui sont des zones adaptées à la production de luzerne. On retrouve essentiellement les zones de sol à pH supérieur à 7, argilo-calcaire principalement. Voilà. Quelques petits mots sur l'itinéraire en production de semences.
pour vous donner quelques points clés et vous montrer la différence entre la partie fourragère et la partie production de semences. Donc l'implantation, on n'est pas sur des doses de semences comme une luzerne fourragère, hein, on est sur des 2,5 kg à 5 kg hectare. L'implantation peut se faire sur sol nu en fin d'été ou en couvert associé ou sol nu au printemps. La solution la plus simple, notamment dans les zones argilo-calcaires où il y a souvent du tournesol, c'est de les semer de préférence au printemps, au mois de mars, fin mars, début avril, on va dire, avec les tournesols et sur des quantités beaucoup plus faibles, hein, comme je vous disais, par rapport au fourrage. Bien sûr, on a des interventions de désherbage, notamment pour limiter la concurrence précoce, puisqu'on sème à des écartements qui sont plus importants qu'en fourragère. On peut aller jusqu'à des 50 d'écartements pour aussi pouvoir réaliser du désherbage mécanique, qui est de plus en plus fréquent, puisque les plages d'utilisation de matériel vis-à-vis des temps secs sont aussi de plus en plus fréquentes. Généralement, en grande majorité, alors c'est de moins en moins vrai dans le sud de France, mais il y a une précoupe de cette luzerne au printemps, entre la mi-fin avril à la fin mai. L'objectif est de régulariser la culture, d'homogénéiser la floraison pour que la maturité des graines arrive à peu près en même temps. Et limiter aussi le risque verse, puisque si on fait sur une année humide comme on a vécu en 2021, sans précoupe de la luzerne porte-graine, ça pourrait être compliqué puisque on a des volumes végétatifs. Enfin, la luzerne fait de la végétation et oublie de faire de la graine, quoi. Voilà. Cette précoupe, on peut faire entre 2 et 3 tonnes de matière sèche, suivant les secteurs et le climat de sortie hiver de l'année. La pollinisation, la fécondation se fait par des pollinisateurs, principalement les abeilles solitaires terricoles et les bourdons. L'abeille domestique ne déclenche la fécondation des fleurs que très rarement, hein, on estime entre 2 et 10%, donc, et pourtant elles sont très présentes dans les productions de luzerne. Mais c'est plutôt les abeilles solitaires qui vivent dans le sol et les bourdons. Au niveau des ravageurs de la culture, on n'a pas du tout le même problème qu'en fourrage, puisque nous, ce qu'on veut obtenir, ce sont des graines, et donc on a beaucoup de ravageurs qui interviennent qu'on ne connaît même pas en fourrage, puisqu'ils interviennent sur les fleurs, sur les gousses, et sur les graines. On a de plus en plus de problèmes. Ça devient une des problématiques majeures, j'y reviendrai un peu sur les actions tout à l'heure. Une des problématiques majeures, on retrouve de plus en plus sur la partie feuilles, c'est déjà le cas cette année dans le sud de France, des pressions de phytonomes qui broutent les feuilles très fortes. Et puis on a 2 ravageurs, on va dire, principaux, j'oublie pas les autres, hein, mais qui deviennent de plus en plus problématiques. Ce sont les ticus sur une grande partie de la France, et puis depuis quelques années les punaises. Avec le réchauffement climatique, on a une remontée des punaises et une forte pression des populations de punaises sur toutes les zones de production de semences. Toute la protection en multiplication de semences de luzerne est basée sur un réseau de capture au filet fauchoir. Donc pour ça, on a tous nos techniciens de production de semences et puis certains agriculteurs qui sont équipés de filets fauchoirs. On a des seuils de traitement en fonction de chaque individu, et même la FNAMS a un outil qui est sur internet où on peut rentrer ces captures, donc avec les comptages. Donc je peux dire que c'est pas si simple que ça, parce qu'on fait avec nos filets, c'est comme des filets à papillons, on fait 25 coups de filet fauchoir, et puis on compte tous les ravageurs et auxiliaires bien sûr présents, et donc ça peut prendre un petit peu de temps pour ces comptages. Mais on peut déclarer, et cet outil est commun à tous les établissements semenciers, tous les
tous les réseaux, au niveau des techniciens de la FNAMS, et ainsi de suite. Voilà. La récolte, on est sur une récolte qui est en grande majorité en 2 temps. On fait une étape de fauche endénage, hein, vous voyez une faucheuse endéneuse en photo. Puis on laisse sécher la luzerne quelques jours, entre 3 et 6-7 jours, tout dépend de l'année, pour faire le battage et récolter la graine. En grande majorité, les agriculteurs peuvent livrer aux stations de semences le produit, on va dire, brut, mais certains aussi font du pré-nettoyage et de la ventilation avant la livraison à la station de semences. Et ce qui est important, hein, c'est qu'on peut avoir des fois 2 à 3 variétés chez certains agriculteurs multiplicateurs, et donc le nettoyage de la moissonneuse-batteuse est essentiel pour limiter les risques de contamination, bien sûr entre variétés, mais aussi éliminer les graines d'adventice quand c'est possible, notamment des grosses graines par rapport à la taille de la graine de la luzerne. Donc voilà un peu sur les grandes étapes, en résumé, de la luzerne en production de semences. Un point aujourd'hui sur la productivité des luzernes. On vit depuis quelques années des années compliquées où en termes de production de luzerne, on se situe entre 200 et 350 kg de semences par hectare net. C'est une inquiétude assez forte de l'ensemble de la filière. Et du coup, la FNAMS s'est penchée récemment sur les facteurs qui pouvaient expliquer cette baisse de la productivité des luzernes porte-graines. Il y a eu des enquêtes parcellaires qui ont été réalisées il y a quelques années, plus aussi des études de bases de données pour regarder statistiquement ce qui pouvait ressortir comme facteur explicatif. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a des effets positifs et des effets négatifs. Les effets positifs peuvent être par exemple le climat entre l'après-coupe et le début de la floraison. Il ne faut pas trop d'eau pour une luzerne. 2021 n'a pas été une très bonne année à cause de ça. On a même eu trop d'eau et pas assez de rayonnement et trop peu de pollinisateurs présents en 2021, ce qui a entraîné des baisses de production. Donc l'excès d'eau peut perturber la partie des pollinisateurs et faire des coulures et de l'averse. Et à l'inverse, on sait qu'un printemps, une fin de printemps assez sèche est plutôt favorable à l'expression des fleurs, on va dire, et donc la productivité grainière. Bien sûr, les températures excessives, mais ça on le vit dans beaucoup d'espèces, hein, entre la floraison et la noison, ça peut provoquer des avortements. Et puis dans ce qui ressort, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de ravageurs qui sont de moins en moins bien contrôlés avec la disparition des insecticides. Au fur et à mesure, hein, il n'y a pas que les néonicotinoïdes qui ont disparu, mais il y a aussi d'autres produits, et on en a de moins en moins aussi en pyrètre. Ces ravageurs sont principalement le ticus, j'en ai déjà parlé, les larves de phytonome et de plus en plus les punaises. Et puis un autre point qui ressort dans ces études de corrélation, c'est l'abondance des pollinisateurs sauvages. Et comme on le sait, c'est très lié aussi au paysage et du coup aux zones refuges qu'il peut y avoir en bordure de parcelles ou aux alentours de la parcelle. Donc suite à ce constat-là, il y a eu un plan d'action qui a été mis en place. La section plantes fourragères et de gazon de SEMAE a demandé à ce qu'il y ait un groupe de travail pluridisciplinaire qui se mette en place, composé de la FNAMS, des établissements semenciers via l'UFS et d'experts de l'INRA.
Voilà, donc il y a eu plusieurs réunions de travail qui ont été faites sur 2022 pour aboutir à une proposition de plan d'action sur le début d'année 2023 autour de plusieurs points. Le premier point, l'amélioration de la productivité en graines des luzernes porte-graines. Le deuxième point, le meilleur suivi, on va dire, de ces porte-graines. Le troisième point, la gestion des ravageurs. Et le quatrième point, la génétique, puisque on sait très bien que sur cette partie génétique, la production grainière, vu qu'on a un objectif plutôt fourrage, est vue en cours de sélection, mais n'est pas travaillée suffisamment, on va dire, pour viser ce critère-là comme principal ou comme objectif important. Donc bien sûr, toutes les variétés de luzerne produisent des graines et on n'a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que la production des grainières est difficile à sélectionner en plus des autres critères, notamment sur la partie fourrage. Et puis les résistances aussi, ravageurs et maladies, qui sont importantes aussi dans les programmes, qui pourraient être importantes dans les programmes de sélection. Donc ce plan de relance va être mis en place là, pour les 3 prochaines années, avec des moyens financiers via CEMAE pour essayer de répondre à tous ces points. Donc on a listé là 8, je les ai résumés en 8, mais sur le programme il y avait 10 actions au global. Un petit mot quand même pour redétailler ce qu'a pu dire Myriam par rapport aux stations de semences et du coup à ce qui est fait en amont sur la production. Faut savoir que la profession travaille beaucoup sur la qualité de la semence. C'est un critère majeur. Du champ jusqu'au sac de semences proposé à l'agriculteur. Et là, je vous ai mis un petit schéma de base entre nos agriculteurs multiplicateurs qui multiplient des semences de base. Déjà, ces semences de base doivent être certifiées. On fournit les semences de base aux agriculteurs multiplicateurs pour les semences certifiées. Il y a des contrôles obligatoires faits par les techniciens de production et par le SOC, aussi le service de certification. Ces visites sont au moins de l'ordre... Alors il y en a au moins une obligatoire, celle de certification, mais il y a au moins 3, voire 5 visites selon les établissements en France pour le suivi de ces productions. Après l'arrivée à la station de semences, quand l'agriculteur nous livre son lot de semences, il y a aussi tout un contrôle qui est mis en place à l'initiative de l'établissement en fonction des risques qu'il peut y avoir eu estimés à la parcelle. Je vous prends un exemple, la cuscute, c'est un problème assez important et il ne faut pas que la semence soit vectrice de cette cuscute. Et donc on a tout un programme de surveillance déjà au champ qui permet de détruire les zones s'il y a présence, mais aussi un contrôle aux stations où on peut déjà vérifier sur des analyses de l'eau brute s'il y a la présence ou pas de cuscute et les faire passer dans des triages spécifiques. Je vous ai noté, le triage magnétique permet vraiment de séparer la graine lisse de luzerne de la graine rugueuse de la cuscute, à 100%. Et donc après, à la fin, quand on a préparé des lots et assemblé des lots, puisque souvent en luzerne, mais comme dans d'autres espèces, des lots de semences d'une même variété sont assemblés pour faire des lots homogènes, et bien il y a l'analyse de certification dont Myriam a parlé par rapport à la petite étiquette bleue pour justement conditionner et vendre à l'agriculteur derrière par les distributeurs. Pour conclure, juste en 2 mots, on a une filière qu'on voit de la sélection à la commercialisation qui est dynamique sur cette partie luzerne et professionnelle.
On a des acteurs aussi de la filière qui sont engagés dans un plan d'action en production de semences, en espérant qu'on puisse déplafonner nos rendements qui sont en baisse depuis de nombreuses années. Et on sait très bien que les légumineuses au sens large, mais la luzerne, sont des cultures très importantes dans le contexte agricole actuel, et notamment la partie rotationnelle et climat. Donc on s'est concentré vraiment sur la luzerne. Moi je ne suis pas un spécialiste après des filières, des trèfles ou autres, mais bon, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre avec les autres collègues d'établissements semenciers. Merci. Merci beaucoup. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions ou des petits compléments à apporter à ce sujet? Oui, Benoît. Il arrive à le micro. Oui, bonjour, Benoît Delmas, donc de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, mais j'aimerais savoir un peu comment sont rémunérés aujourd'hui un multiplicateur. C'est quoi aujourd'hui? Comment ça fonctionne la rémunération? Leur rémunération est assez simple, hein, c'est un prix au kilo produit. Dans le contexte actuel, il y a eu une revalorisation énorme, hein, des contrats, puisque je pense que je ne donne pas de prix parce que forcément chaque établissement a des prix différents, mais il y a eu au moins 50% d'augmentation depuis 2 ans sur le prix au kilo. Combien, pardon? 50%, notamment par rapport au prix du marché, hein. Voilà. Et ce que l'on prend en compte globalement dans la partie multiplication, ce sont aussi toute la valorisation qu'il peut y avoir autour de la légumineuse en tant que telle. Donc on ne prend pas en compte que la partie, on va dire, graine, mais aussi la valorisation de la précoupe, et puis aussi les effets sur les cultures suivantes. C'est important, je pense, en tout cas l'agriculteur multiplicateur, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il le réfléchit. Il ne voit pas obligatoirement la luzerne comme l'espèce la plus rentable de sa rotation, mais comme un bénéfice sur les cultures suivantes. On sait que au minimum pour l'année suivante, c'est 40 unités d'azote. Donc dans le contexte d'intrants qui était très cher, ça baisse un peu, hein, mais c'était très cher encore il y a quelques temps, c'était très important. Et la luzerne, l'avantage qu'elle a, c'est que contrairement à un pois par exemple, c'est pas 40 unités que sur l'année N, c'est aussi l'année N+1, où il y a encore une minéralisation très importante de l'azote et des éléments apportés. On essaye en tout cas d'avoir des marges équivalentes selon les établissements qui sont assez proches de ce que l'on peut connaître en grande culture. Alors c'est pas évident puisque voilà, on aimerait bien être sur des productivités qui se rapprochent des objectifs. On a plutôt des objectifs autour des 400 kg hectares que des 250-300 comme on vit actuellement. Donc, quelques compléments sur la partie sur laquelle on travaille. On en parlait hier, à la partie état de fertilité des sols. Parce que dans l'imaginaire commun, les légumineuses, c'est des plantes formidables qui se débrouillent toutes seules et qui apportent tout. Sauf qu'à un moment, une luzerne, pour qu'elle vous rende quelque chose, il faut aussi lui donner un petit peu. Simplement sans déflorer le côté des prix, parce que comme le disait David, il y a un côté confidentiel par rapport aux choses. Simplement le contexte par rapport au prix des grandes cultures. Globalement, tous les établissements ont revalorisé au niveau des producteurs multiplicateurs les prix des multiplications, parce qu'on sait très bien qu'il faut que ça calcule quand même un minimum, parce qu'il y a le côté approche système dans toute la rotation, les points de la PAC et tout ça, mais pas que. Hein, on se rend compte qu'un agriculteur, globalement, quand il récolte, quand il passe la batteuse dans un champ, si ça coule un peu derrière lui dans la trémie, c'est quand même plus sympa. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des prix de céréales et de colza notamment qui ont quasiment divisé par 2 par rapport à tournesol. Et de tournesol. C'est encore pire. Aujourd'hui, je pense que je peux dire, et tous les établissements vont être, je pense, dans la majorité dans ce cadre-là, on a monté les prix et clairement, les prix dans les années futures ne redescendront pas en proportion des
des céréales et des colzas, des tournesols, parce qu'on sait que la filière a besoin de semences. Et donc forcément, pour maintenir les agriculteurs multiplicateurs, il y a un niveau de prix minimum à rester. La difficulté, notamment sur la luzerne, quand on voit l'augmentation de la graine de ferme et la dissémination de la cuscute due à la graine de ferme, notamment en France, c'est une vraie calamité. Par contre, il faudra que les agriculteurs, éleveurs, se rendent compte que pour avoir une semence de qualité, produite essentiellement en France, avec des process qui coûtent, parce que, je veux dire, pour faire simple, hein, moi dans mon usine, séparateur TAP densimétrique, vous allez faire 15 tonnes par jour. Une rice, donc pour être à 0 rumex, c'est 200 kg à l'heure. Une magnétique, les magnétiques les plus performantes, c'est 1 tonne à l'heure, avec un opérateur en permanence. Donc forcément, pour être à 0 cuscute, ça nécessite des coûts. Donc à un moment, il faut se rendre compte qu'il faut accepter, pour avoir une semence qui soit premium, d'accepter de payer le coût réel du travail effectué par les multiplicateurs, l'établissement et la génétique qui est fait aussi par les obtenteurs. Merci. Je crois qu'il y avait des questions là, Anthony. Oui, Anthony Villeval, à Arvalis. Alors, j'ai la question sur la cuscute, mais c'est fait. Et l'autre question, c'était, est-ce que vous avez une idée de la part des précoupes qui sont broyées versus récoltées? Est-ce que sur ça, vous avez alors des chiffres stricts, j'y crois pas, mais au moins une idée? Je ne donnerai pas un pourcentage. Je sais que sur notre zone Cériance, on va dire, où on a une grosse production de luzerne, Vienne, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, nord de Sèvres, il y a une partie non négligeable qui est broyée. Ouais. Ouais. Faute d'éleveurs proches. Parce qu'on a des zones où, en réalité, il y a un élevage tous les 20 ou 30 km. Quoi. Il y a faute d'éleveurs proches, et puis quand vous avez un éleveur qui a une grosse production de luzerne, parce que c'est une année ou de légumineuses, de fourrage qui pousse bien, il ne vient pas forcément vous chercher la précoupe, ça ne l'intéresse pas. Donc quand ça l'intéresse, c'est parce qu'il a en gros le tas de fourrage, il n'est pas assez élevé, et donc le développement de la précoupe, lui, il ne sera pas forcément élevé non plus. Alors, il y a souvent des agriculteurs qui sont sollicités après les années sèches. Mais l'année 2021, par exemple, on a fait des stocks de fourrage monstrueux, et résultat, printemps 2022, on a des agriculteurs qui nous ont dit j'ai trouvé personne pour prendre ma précoupe. Et attention, en production de semences, il faut que le produit soit enlevé très rapidement. Voilà, donc ça c'est un point majeur. Donc si c'est un éleveur qui n'est pas capable de venir en temps et en heure quand il faut le faire, fin avril, début mai, en fonction des conditions de l'année, on l'a vu en 2022, certains agriculteurs même se posaient la question de faire la précoupe, puisqu'on avait vécu mars et avril très très secs, et ils se sont dit qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce que je précoupe? Est-ce que j'anticipe ma précoupe? Est-ce que je vais avoir une luzerne qui va repartir? Donc forcément, il faut des personnes réactives aussi pour pouvoir valoriser la précoupe. Merci. Alors vraiment, une toute dernière question. Non, c'est pas la question, c'est le complément par rapport à la précoupe, en complément par rapport à ce que disait David. La précoupe a plein de raisons, mais une des raisons aussi, c'est de se retrouver la luzerne, comme les trèfles violets, en floraison au mois de juin, au moment où les pollinisateurs sont, entre guillemets, c'est là normalement où dans les ruches ou en production insectes, c'est là que c'est le plus élevé, et aussi dans la période où les jours sont les plus longs pour féconder. Et donc là, on a le risque avec le réchauffement climatique, on l'a eu le cas, il y a 2 ans, qu'on avait des 40 degrés au mois de juin, et là on s'est retrouvé. Ou même cette année, c'était un petit peu trop tôt pour la luzerne, mais en 2020, on avait les 40 degrés au 25 juin, 25-30 juin, et là on était en pleine floraison. Cette année, l'épisode du 15-20 juin, là, avec les 35-40 degrés, aurait pu faire mal, mais c'est surtout les épisodes d'après qui ont, à mon avis, plus fait mal, ceux de juillet. Quoi. Ouais. Et ça, c'est un des problèmes, mais il n'y a pas que la luzerne qui est concernée. Aujourd'hui, plus vous aurez une période de floraison, noison, remplissage qui se fait sur, on va dire, du 15 juin à début août, ces cultures-là, on le voit en maïs semence, on le voit dans d'autres espèces où ça devient compliqué. Quoi.
il y a des espèces, on n'a pas parlé de certaines filières, mais le trèfle incarnat, par exemple, est une espèce qui évite tous ces phénomènes-là, puisque lui, la production de semences est finie fin mai.